Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, c'est le Candide de Voltaire qui le dit, il faut cultiver notre jardin. Eh bien, l'auteur et dessinateur Fred Bernard l'a pris au mot et cela donne un superbe livre publié chez Albin Michel. Il est évidemment l'invité du Grand Oral, l'Anti-Sèche des Maguessel, ou comment l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire, aujourd'hui les 100 ans de la disparition de Sarah Bernard, ce sera ce week-end. Les programmes, ceux de français, mais aussi ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on va découvrir un dictionnaire un peu particulier qui permet de comprendre les singes. Et puis enfin, comme tous les vendredis, on poussera la porte de la librairie de Célie Luton pour des conseils de littérature jeunesse toujours avisés. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Il est à la fois auteur, dessinateur, donc moi je préfère dire tout simplement que c'est un des plus grands artistes de l'édition jeunesse, de l'édition de la BD. Et puis au fond, je ne sais pas pourquoi je le qualifie, c'est un grand artiste tout court qu'on a la joie d'accueillir aujourd'hui dans la quotidienne. Fred Bernard, bonjour. Beaucoup. Ben non, mais je le crois depuis longtemps, en plus vous le savez. Voilà. On s'était croisés époque Cheval Vêtu, Jésus Bête, certains de pas tout à fait vos premiers albums, enfin d'albums il y a 25 ans. Vous publiez donc chez Albin Michel ce carnet d'un voyageur amoureux du vivant. C'est un carnet qui est à la fois chatoyant, drôle, sensible, grave, érudit, tendre, virtuose. J'arrête là, vous aurez compris que j'ai... Mais je ne suis pas le seul, parce que quand j'étais en train d'écrire ces lignes, ma fille s'est arrêtée devant le livre qui était ouvert devant moi et elle s'exclamait, je vous le fais en VO avec le ton, mais c'est trop beau. Voilà, donc pas mal quand même. C'est le deuxième de vos carnets, le premier était celui d'un voyageur immobile dans un petit jardin. Il était sorti une année où l'humanité a semblé redécouvrir la nature, c'était en 2020, année du confinement, le calfeutrage préférez-vous dire. Et ce deuxième carnet s'ouvre justement sur cette période que vous avez passée dans ce jardin bourguignon dont vous avez fait votre maison après les attentats parisiens de 2015, c'est ça? C'est ça. En 2017, on s'est installé là-bas. On n'y allait que les week-ends et les vacances. Donc le jardin, j'y ai mis les pieds pour la première fois en 99. Mais je m'en occupe très sérieusement. J'y passe mes journées depuis 2017. Qu'est-ce qui se passe 2015? Je crois que vous avez un enfant aussi qui a mal vécu les choses. Et puis vous, à titre personnel, puisque vous aviez des amis. Oui, enfin on a. Notamment Charlie. C'était surtout pour ma femme qui était parisienne. C'était plus compliqué que pour moi qui était provinciale. Mais on a décidé de partir à ce moment-là, sans grand regret. Mais oui, c'est un changement radical. Enfin, pour mon boulot, c'est idéal. D'accord. Parce que je suis au calme. Ça fait 30 ans que je passe mes journées tout seul, sans devenir fou. Donc, c'est pas mal. C'est possible. Mais, et puis, j'avais vraiment besoin d'espace et de verdure, et puis de sentir passer les saisons vraiment, physiquement, plus qu'en vivant en ville. Mais j'ai tenu 15 ans à Paris, 8 ans à Lyon. J'ai vécu beaucoup dans les grandes villes. Lyon, c'était notamment pour les études, si je me souviens. J'y suis resté. L'école Émile Cole. Voilà, c'était un peu les portes du Sud pour moi. Le printemps arrivait plus vite, je détestais pas Lyon. Et donc, entre deux albums jeunesse ou deux bandes dessinées, vous dessinez non-stop en fait. Vous êtes arrivé avec un petit cadeau pour nous. Je voudrais qu'on le voit, qui est l'original. Moi, j'ai montré le carnet tel qu'il a été publié. Il est là. Et l'original, il est devant vous. Oui, il est réduit de 10%, mais c'est ce qu'on appelle un facsimilé. 10%, c'est ça. Voilà, en format. Et puis on se contente de corriger les fautes, mais il y en a puis il en reste peut-être. Mais c'est surtout vu que je fais tout directement au feutre comme un journal intime. C'est ce que je fais en voyage. En fait, j'ai fait chez moi ce que je fais habituellement en voyage, pour me souvenir, pour pas oublier, pour marquer les instants. D'où le voyageur immobile du premier. Ouais, c'est ça. C'est pas moi qui trouve les titres. Mais c'est vrai, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur. C'est de bons titres. Mars 2020. C'est là que commence ce carnet. Celui-ci, oui. Le deuxième. Le Covid emporte absolument toute l'actualité. Et vous, ça vous énerve un peu. Et vous dites, et pendant ce temps, tout le monde s'en fout de la sécheresse. Parce que vous, votre actualité d'observateur de votre jardin, c'est pas le Covid, c'est la sécheresse. Ouais. Et rebelote cette année, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Oui, quand on y vit tous les jours, sans être agriculteur ni juste observateur, c'est un peu comme ça que j'ai commencé le premier. C'était pour sensibiliser mon fils, comme mon père avant moi. À nommer déjà les choses, puisque les choses qui disparaissent, les choses qui sont en souffrance, personne ne les remarque. La plupart des gens passent à côté, ils vont au boulot. Et donc je voulais pas que mon fils soit partie de ces enfants qui savent pas faire la différence entre un noisetier et un tilleul, même de loin, voilà. Et donc autant le premier, c'est une espèce d'inventaire de tout ce qui passait dans le jardin ou qui y vit à l'année, et en m'amusant aussi. C'est ludique. Moi, je suis un fan de La Hulotte. Je suis abonné depuis que j'ai 10 ans. La Hulotte, il faut raconter, c'est ce journal qui sort qu'on peut pas acheter en kiosque. C'est ça. On s'abonne pour 30 € pour 3 ans et on en reçoit 6. Et qui est drôle comme tout. Que j'adore depuis mon enfance, quoi. Et donc je m'amuse c'est à la fois
très sérieusement fait. Mais le ton est, il y a plein de gags. ludique. Je ne vais pas vous les lire là maintenant, mais je vous montre juste de loin, vous voyez la page. Il faut lire, il faut tout lire. Et alors, il faut des informations, évidemment. Il y a un côté soit entomologiste, soit on étudie les fleurs, etc. Ouais. Mais de temps en temps, il y a des petits gags, enfin un peu plus que de temps en temps. Néanmoins, je reviens sur cette période du Covid. Vous, et vous en parlez tout de suite dans le carnet, ça vous évoque aussi, et c'est là où vous êtes connecté au monde à partir de votre jardin, ça vous évoque des grandes crises du passé, en disant quand même les sécheresses, les famines, etc. Souvent, les révolutions sont venues par là. Oui, c'est le cas. En tout cas, c'est ce que nous disent les livres d'histoire. Quand je suis allé à Tenochtitlan au Mexique, par exemple, les grandes pyramides dites de la Lune et du Soleil, là, quand les gens vivaient là-bas, il y avait plein d'arbres avec plein de sources. Partout, d'ailleurs, sinon je ne serais pas installé là. Et maintenant, il n'y a plus que des cactus et des cailloux. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Et donc, c'était pas il y a 3000 ans. On va continuer à parler de tout ça. On va aussi parler un petit peu de l'éco-anxiété des jeunes. Vous étiez déjà mon père a voté René Dumont en 74. Waouh. Donc il fait partie. Vous nous faites une actualisation pour celles et ceux qui ne se souviendraient pas. C'est un des premiers grands militants et un des premiers grands auteurs. Tout à fait. Voilà, René Dumont, c'était le. Et il n'y avait pas que des gauchos qui votaient pour lui, parce que mon père a voté au deuxième tour Giscard. Ouais. Mais il était super comme vote, effectivement. Si, les communistes ont voté Giscard un petit peu. Oui. Alors, c'était compliqué en ces temps-là. Mais en tout cas, mon père, il m'a toujours. Déjà, il me parlait de tous les petits animaux qui avaient disparu. Parce qu'il y a une rivière à côté de chez nous qui est pratiquement cliniquement morte aujourd'hui, alors qu'il y avait des écrevisses, des épinoches quand il était petit. Des épinoches. C'est les petits poissons, les mâles sont rouges et bleus, super beaux, avec des pics sur le dos, et la femelle. Couve ses œufs dans un petit panier qu'elle tresse avec le mâle. Enfin, c'est assez étonnant. Donc ça, il n'y en a plus. Il y a d'autres rivières, il y en a encore dans le Jura, dans le Doubs. Mais mon père m'énumérait tout ce qu'il avait connu petit et qui avait disparu. Et moi, je peux faire la même chose avec mon fils. Pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps, disait Flaubert, que vous citez dans l'introduction de ce carnet d'un jardinier amoureux du vivant. On va continuer à en parler, si vous voulez bien, mais ce sera après l'Anti-Sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Comment ça va ? Ça va bien. Et vous ? Anti-Sèche extrêmement bien, à chaque fois, puis avec un tel plateau. Oui. Anti-Sèche aujourd'hui consacré à Sarah Bernard. Je le disais, ce week-end, ce sera les 100 ans de sa disparition. Et c'est une artiste que les élèves croisent dans les programmes plusieurs fois autour de leur scolarité, en fait. Mais oui, celle que l'on a surnommée la divine, l'impératrice du théâtre, la voix d'or, comme disait Victor Hugo, la scandaleuse, ou encore, comme l'a inventé Cocteau à sa mort, le monstre sacré. Sarah Bernard est considérée comme la première star internationale, et même j'écoutais un podcast sur France Culture à ce sujet, comme la première influenceuse, parce que c'est la première femme dont on a utilisé l'image pour vendre des produits. Effectivement, après avoir fait le conservatoire à Paris, elle signe un premier contrat avec le Théâtre de l'Odéon. Oui, elle est révélée là-bas en jouant Le Passant de François Copé en 1869, suivent Ruy Blas de Victor Hugo, qui est un triomphe, et alors qu'elle avait été renvoyée de la Comédie Française pour avoir giflé une secrétaire, elle est rappelée et nommée, c'était ça, Sarah Bernard, et elle est nommée sociétaire en 1875. Elle joue alors les plus grands rôles classiques, Phèdre, Andromaque ou encore Junie dans Britannicus. Elle a un talent extraordinaire, notamment dans les scènes de mort. On venait beaucoup la voir pour la voir mourir. La voir mourir. 1875 donc, mais 5 ans plus tard, 1880, elle démissionne de la Comédie Française, monte sa propre compagnie, et c'est le début d'un succès encore plus spectaculaire. Mais oui, parce qu'elle décide de se produire partout dans le monde, sur tous les continents. Elle joue en français et les étrangers viennent admirer le phénomène Sarah Bernard, sa voix, sa prestance. Elle crée un mythe autour d'elle, c'est un peu la Madonna de l'époque, sauf qu'on n'est pas à la même époque justement. Et donc tout cela est encore plus excentrique, encore plus nouveau et donc fascinant pour les gens. Et c'est la première grande star. En fait, elle a l'art du coup de com', ne serait-ce que lorsqu'elle comprend qu'utiliser son image pour des pubs, pour des cigares, du savon ou encore du parfum peut lui rapporter de la notoriété, mais aussi beaucoup d'argent. Elle sait parfaitement faire parler d'elle dans les médias, elle se met en scène. Lorsqu'elle accueille les journalistes chez elle à Paris, elle se fait prendre par exemple en photo dans un cercueil. On la connaît cette image. Voilà, c'est comme ça que je m'imprègne du rôle, dit-elle. L'art de la com et du scandale, on l'appelait pas la scandaleuse pour rien.
Femme excentrique, femme engagée aussi. Oui, et ce depuis toujours. Par exemple, elle transforme le théâtre de l'Odéon quand elle y travaille en hôpital lors de la guerre contre la Prusse en 1870. Quelques années plus tard, elle défend Dreyfus. Elle milite ce qui n'était pas courant à l'époque, on le dit, on le redit quand même. L'essentiel de l'opinion et de la presse était anti-dreyfusarde. Tout à fait. Elle le soutient. Elle milite pour le vote des femmes, pour le droit de vote des femmes. Elle joue sur le front pour les soldats lors de la Première Guerre mondiale. Enfin, tout au long de sa vie, c'est une femme engagée aussi. 100 ans de sa disparition et de nombreux événements sont prévus pour lui rendre hommage. Oui, ça se passe partout en France, mais alors à Paris, du 22 au 26 mars, il y a un collectif qui s'appelle Sarah dans tous ses états. Allez voir sur le site internet 2023 sarahdanstousssesétats.com. Il y a une multitude d'événements, des pièces, des visites guidées, des projections, des conférences. Et puis il y aura aussi une très belle expo à partir du 14 avril au Petit Palais. Et la femme créa la star qui retracera entre autres la vie de Sarah Bernhardt et sa carrière. Et on pourra y découvrir aussi peut-être un pan de sa vie qu'on connaît un peu moins, puisqu'elle faisait aussi des sculptures et de la peinture. Donc tout cela, on pourra le voir au Petit Palais à partir du 14 avril. Grande dame et formidable. Merci beaucoup. Merci. Pour cette anti-sèche. On se retrouve pour la récré. On va faire parler les singes. Mais oui, c'est un teasing hyper mystérieux. Grand oral, Fred Bernard. On ne croise pas seulement la faune et la flore dans le carnet d'un jardinier amoureux du vivant de Fred Bernard qui vient de sortir chez Albin Michel. On rencontre aussi de grandes figures de la pensée et de la nature et on se rend compte que les alertes ont commencé bien avant le rapport Meadows, bien avant les rapports du GIEC. J'ai trouvé ou retrouvé des grandes personnalités. Élisée Reclus, par exemple, qui disait « Il faut prendre définitivement conscience de notre humanité solidaire, faisant corps avec la planète elle-même ». Ouais. Mais ça, c'est des petits extraits que je remplissais dans des cahiers pour me souvenir en lisant les livres. Mais j'ai d'autres auteurs plus anciens, j'ai pas encore mis dans des textes. Léonard de Vinci, Tertullien, qui paniquait de la façon dont on dévastait tout. Alors à leur échelle européenne et à l'échelle mondiale, autour d'eux. Ouais. Mais oui, enfin il y a toujours eu des lucides, quoi. Et donc c'est vrai que si on va vers les plus anciens, vous citez Juvénal. Oui, aussi, oui, voilà. En fait, c'est au cours de mes lectures, quand ça a un rapport avec mon sujet, je note. La nature prouve qu'elle nous veut du bien, puisqu'en nous donnant des larmes, elle nous donne le meilleur de la sensibilité. Ouais. C'est assez extraordinaire quand même, parce que c'est aussi une vision très, on dirait aujourd'hui, holistique, très globale du monde de la vie et de l'unité entre le vivant et... Et j'ai été très surpris, parce que j'ai écrit des petites histoires pour le Jardin de Versailles, pour l'expo La Nature à Versailles. Et donc, je me suis retrouvé à lire un livre où il y avait le gardien des chasses de Versailles. Il est considéré comme un des premiers éthologues, parce qu'il se rendait pas bien... Donc, éthologue, ETO, c'est-à-dire c'est les gens qui analysent le comportement, notamment des fourmis ou tous les animaux. Tous les animaux. Il disait, calmons-nous, arrêtons de tuer les carnassiers, puisque après, on va être envahi par les lapins et les chevreuils. Ce qui n'était pas une évidence pour tout le monde. Ouais. Et donc, il notait bien ça, et puis il trouvait le renard très intelligent. Tout n'est pas que luxe, que calme et volupté dans la nature. Hein. Ça peut être violent quand même. Tous les jours. Ça se bagarre. Il y a un duel à un moment entre une pie et une couleuvre. Ah oui, vous êtes intervenu d'ailleurs. Oui, je devrais pas. Ça, je suis pas un vrai. Vous n'êtes pas fier, hein. J'ai juste sifflé. Hein. Ouais, quand même. Mais j'avais jamais vu. J'ai cru qu'elle traînait un bout de tuyau, une chambre à air. Enfin, je me demandais ce que c'était. À la jumelle, c'est ça. J'ai 2 paires de jumelles, une au rez-de-chaussée, une à l'étage, parce que l'animal n'attend pas. Et en fait, c'était une couleuvre à collier. Elle l'a tirée par la queue, sans doute pour la manger. Ouais. Et puis dès que la couleuvre se débattait, du coup elle reculait, elle lâchait, elle revenait, puis j'ai sifflé, elle a fini par s'en aller. Ouais. Mais je ne savais pas qu'elle allait s'attaquer à une couleuvre vivante. Enfin, j'étais surpris. La couleuvre avait l'air surprise aussi. Hein. Ouais. Vous êtes allé vérifier après l'état de la couleuvre? Non, parce que c'est dans le pré du voisin, il y a un grillage. Respect. Mais, la nature, pour vous, c'est aussi un retour aux premières amours en termes de projets professionnels, puisque avant d'embrasser les métiers à la fois d'auteur et de dessinateur, vous avez voulu être vétérinaire. Hein. Ouais, vétérinaire, garde forestier même avant. Garde forestier. Ouais, enfin, je voulais absolument vivre de. J'ai loupé mon coup, donc. Enfin, je voulais travailler dehors. Ah, il s'est raté. Ouais. Et je voulais être vétérinaire plutôt en Afrique. Je voulais vous vraiment raté. Des populations. Ouais, voilà. Et vous me laissez parler, vous avez encore le temps d'y aller. Hein. Oui, tout à fait. Au fond. Ouais. Je ne sais pas si j'aurais pu aller jusqu'au bout des études de veto, mais moi, c'est toujours ce qui m'a aidé à tenir le coup dans la société humaine, en fait. C'est-à-dire que j'adore les êtres humains, mais
ce qui les entoure me détend. Et donc, quand ce qui les entoure est malade, ça me rend malade aussi. Et ça ne fait pas ça qu'à moi. Mais c'est vrai que ça détend énormément le contact quotidien de la nature. C'est la seule chose qui n'a pas accéléré. Je veux dire, ça va au même rythme avant la révolution numérique. Ouais. Vous citez Baptiste Morisot. Et là, c'est la question, je la pose pour le coup aux dessinateurs jeunesse, aux scénaristes jeunesse que vous êtes. La grande violence invisible de notre civilisation envers des animaux, c'est d'en avoir fait des figures pour les enfants. Oui, c'est très vrai. L'anthropomorphisme, etc. Quand j'ai lu ça, il est tout à fait vrai, puisque c'était un truc un peu infantile d'aimer les petites bébêtes ou de regarder, enfin, un truc de poète ou de gamin. Oui, en l'espèce, ça pourrait nous donner envie de les protéger. Et lui, son hypothèse, c'est de dire que s'y intéresser, finalement, c'est pas très sérieux, c'est de la sensiblerie. Ouais, moi je sais pas, alors je suis pas philosophe, mais il y a par exemple le problème qu'on a eu avec l'anthropomorphisme depuis que je suis né, puisqu'on m'a toujours dit que c'était grave Walt Disney à cause de ça. Donc je comprends très bien le concept, et en même temps... De représenter des animaux sous des traits humains, en fait, voilà. Ou de les rapprocher des traits humains, des comportements humains. Donc ça, je comprends, c'est comme le nouveau terme de vivant pour remplacer nature, je comprends tout à fait l'idée, mais en revanche, vouloir évacuer absolument l'anthropomorphisme comme on l'a fait, c'est aussi... mettre le vivant à part, enfin les animaux à part. Donc, je pense que tout est très compliqué en effet. Il y a énormément de pages très très belles. Celle-là, je sais. Alors moi, c'était Lascaux pour moi quand je l'ai vue. Je ne sais pas si vous y avez pensé en le faisant. On venait de cueillir des jonquilles avec des amis et une quinzaine de biches qu'on traversait à 20 mètres de nous. Alors, sublime, hein. Je l'ai fait au retour de tête. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que c'est très Lascaux. Non, mais c'est absolument extraordinaire. Et il y a, je montre ça entre autres pour montrer à quel point vos dessins sont beaux, puis on le sait, on vous connaît, mais vous dites que la nature, elle pose parfois aux peintres des défis insurmontables. Il y a des merveilles que vous n'arrivez pas à dessiner ou pas bien. Ah oui. On a une page 95 que je vais retrouver pendant que vous... Ah oui, ça doit être la feuille. C'est la feuille, c'est elle. Par les micro-organismes. Elle est très bien dessinée, cette feuille. Ah oui, c'est une photo. C'est pour ça, en fait j'ai collé la feuille. J'ai scanné la vraie feuille. D'accord. Ouais. C'est faisable à la main, mais il y en a pour quelques heures. Génial, bravo. Bon, pourtant, tout ça est quand même très, très beau. On en montrera d'autres tout à l'heure. On vous retrouve, Fred, juste après la récré. Emma Guessel. Très bien, là, c'est toujours la récré, hein. Même en dehors de la récré. Mais là, c'est la vraie récré. Oui. La vôtre. Vous allez nous parler de deux scientifiques qui tentent de créer un dictionnaire des gestes pour que l'on comprenne les singes. Ah, vous avez vu ça dans Mon Quotidien. Ah oui, comme d'habitude, c'est toujours des articles et on apprend plein de trucs. Ouais. Donc, ils ont fait un dossier sur les grands singes. Déjà, qu'est-ce que c'est les grands singes ? Eh bien, ce sont les chimpanzés, les gorilles, l'orang-outan, le bonobo, le gibbon. Et en fait, il s'agit de primates qui sont plus grands que les autres singes, qui vivent plus longtemps, qui se reproduisent moins. Leur cerveau, il est très développé. Ils peuvent fabriquer, utiliser des outils, se reconnaître dans un miroir. Et d'ailleurs, nous, on fait partie on est des grands singes. Tout à fait. On est très proches d'eux, exactement. Mais donc, c'est quoi ce dictionnaire des gestes ? Mais en fait, ce sont deux scientifiques qui ont étudié et filmé des chimpanzés et des bonobos en Afrique. Et le résultat de leur étude, c'est que l'être humain est capable de comprendre au moins 80 gestes de ces animaux. Donc, on peut certes pas se comprendre par la parole, mais on pourrait se comprendre par le geste. Ça va des gestes les plus simples qui nous paraissent évidents à nous, c'est-à-dire un singe qui tend la main à un autre singe, qui comprend que il veut de la nourriture. Ça peut passer aussi par un claquement de lèvres qui signifie la même chose. Et en tout, donc, les scientifiques ont répertorié 80 gestes et ils les ont soumis à la compréhension d'humains. Et en fait, on a une très très grande propension à comprendre de manière complètement instinctive les gestes de ces singes. Et le but de tout cela, c'est bien sûr de comprendre comment les premiers humains communiquaient. Avant le langage. Voilà, exactement, avant le langage. Donc ce dictionnaire pourrait nous en faire savoir encore un peu plus sur l'évolution de la communication de l'homme à travers les années, si c'est pas génial ça. Mais c'est génial, on lit Mon Quotidien, on fait plein de... Ben voilà. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Merci. Grand oral, Fred Bernard. Voilà, je voulais aussi vous montrer c'est beau. Voilà, les commentaires sont faits. C'est quand même assez magique. Fred Bernard qui publie chez Albin Michel le carnet d'un jardinier amoureux du vivant, qui est notre invité dans la quotidienne. Fred, on le sait dès l'intro quand on vous lit, mais à dire vrai, après, moi, je l'ai un peu oublié. Et puis vient la page 188, qui est la seule page sans dessin du livre. C'est comme une épitaphe, une annonce. Et ça annonce la mort de votre frère. Ouais. Il y a 1 an et demi maintenant, du coup. Ouais. Qui est partout dans ce jardin, partout dans cette maison. Bah oui, parce qu'on avait... justement, lui, il n'avait pas de jardin, il n'avait qu'une cour.
Et il passait beaucoup de temps. On l'a défriché quand la première fois que j'y ai mis les pieds, où il n'y avait que des orties et des ronces, c'était abandonné depuis des années et des années. Et puis on a planté, taillé ensemble. Lui, c'est un fan d'érable du Japon comme moi, donc il a les siens aussi, dont je m'occupe encore. Les érables du Japon qui sont un peu rouges, c'est ça? Avec des feuilles très découpées, qui ont des couleurs extraordinaires. Quand je dis rouge, pas que, mais... qui changent de couleur du printemps à l'automne. C'est plus le même arbre, quoi. C'est magique. Et puis il m'avait construit des marches pour monter parce qu'il y avait le jardin, et il y avait le jardin du bas et du haut. Et il m'avait fait l'escalier en pierre, puisqu'il était artisan maçon, lui. Et donc, du coup, j'ai du mal. Il était aussi fan du petit détail que moi. Là, j'avoue que j'ai encore un ou deux copains à qui je peux converser là-dessus, mais je pourrais plus le faire comme je le faisais avec lui, parce qu'il remarquait, comme moi, la petite chose qui avait bougé entre la veille et le jour même. Mort brutale. Le cœur, faites des échocardiogrammes, parce que c'était une hypertrophie non détectée. D'accord. Qui le faisait pas souffrir. Qui a été fatale un jour. Et en fait, c'est une explosion, quoi. Et donc, un matin, comme ça. Et pendant dans les jours qui suivent, et je pense que ça vous ne le dites pas, mais c'est sans doute pas fréquent dans votre vie, vous avez arrêté complètement de dessiner. Ah, mais j'ai rien fait de bon. Je travaillais, j'étais dans une ornière, j'ai rien fait de bon pendant presque 6 mois. Enfin, les 3 premiers mois, je travaillais, mais je pouvais rien garder, c'était pas valable. À part pour le carnet. À part pour le carnet, parce que le carnet, vous dites que vous avez arrêté pendant 15 jours et que le carnet, vous avez continué. Et sans doute parce que ça vous reliait à lui aussi. Voilà. Et il était déjà présent dans le premier. Puisqu'il regardait où j'en étais, alors tout à fait. Et donc, je continue de parler de lui, puisque ce qu'on a planté ensemble continue de pousser, puis je peux m'adresser à lui. Puis on a planté un arbre, donc il y est dans le jardin maintenant. Il y est. Perdre un membre de sa famille qui ne reviendra pas, je vous cite, c'est perdre un bras, une jambe pour un corps, une branche pour un arbre, la branche morte au sol nourrira l'arbre. Et donc 3 ans plus tard, est-ce que vous savez un peu ce que sa mort a nourri? Je réalise pas encore là. Non. J'ai l'impression qu'il va encore débarquer pour me dire. J'ai l'impression que je vais encore entendre café quand il passait le matin. Donc je sais pas. J'ai l'impression qu'il va encore revenir. Là, je suis pas au stade. Deuil en cours. Il y a une partie de moi qui veut évidemment. Qui veut pas. Vous avez plein de fans dans cette émission, dont Célie qui va nous rejoindre dans quelques instants pour parler d'un certain nombre d'albums et qui parle régulièrement de vos albums. Avoir quitté Paris, avoir renoué au quotidien avec la nature, est-ce que ça a changé dans votre façon de dessiner ou d'inventer des histoires? Est-ce que vous vous sentez autre? Finalement, vous faites les mêmes, mais dans le meilleur confort, les mêmes. J'ai transporté ma bulle en fait. Donc au niveau créatif, sachant, à part le carnet, justement que j'aurais pas pu faire autrement. Non, sinon j'ai ma bulle, donc j'ai juste promené là-bas. Non, ça change pas. Le carnet que vous avez fait pour votre fils. On croise aussi votre blonde. Votre blonde, c'est votre épouse? Ma blonde, alors elle est vous dites elle est québécoise? Oui, c'est ça. Ah, elle est québécoise? Non, mais elle est blonde. Mais elle n'est pas québécoise. Non, je dis ça parce que ce sont les Québécois qui disent ma blonde pour dire mon amoureuse. Je m'appelle ma blonde depuis que j'ai rencontré. Donc, oui, en fait, c'est un journal intime, parce que je parle, quand il y a des copains ou des copines qui m'offrent des graines, enfin, je dis qui m'a donné quoi. Tout. Oui, absolument. Et puis, ça me permet, moi, de retrouver, parce que je ne le photographie pas, en revanche, tellement, le jardin. Donc, je vois, dis donc, le rosier, il a vraiment poussé, quoi, puisque... Et vous le prenez par rapport au dessin. Voilà, c'est plus par rapport au dessin, ouais. Fred, Bernard, vous allez rester avec nous puisque Célie va arriver. J'en montre encore un, je ne peux pas tout montrer. Vous avez qu'à l'acheter le bouquin, le lire, il est absolument extraordinaire. Voilà. C'est les ciels d'hiver, c'est l'hiver. Ça, c'est ciels d'hiver en Bourgogne. Les ciels d'hiver. Extraordinaire. Ils sont un peu déments quand j'emmène mes à l'école le matin. Et on est sur quoi? C'est des vignes d'ailleurs. Oui, on est du côté de Pierre-Dégagé. Dans tout ce coin-là, on l'a pas beaucoup dessiné. Oui, j'ai beaucoup dessiné la colline de Corton. Les Alox Corton. Voilà, elle est sur ma gauche. Ça, c'est pas pour les enfants. Non. C'est pas pour les enfants. C'est trop cher en plus. Mais qu'est-ce que c'est bon? Ça coûte un bras. Emma, merci beaucoup. Merci. Vous allez céder votre place à Célie. Merci. Fred, vous restez avec nous. La librairie. Et comme tous les vendredis, on a le plaisir de recevoir Célie. Célie, bonjour. 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 Ça va? C'est parfait. On est lancé. Une de vos idoles. Et alors, je ne sais pas si ce sont des idoles, mais en tout cas des coups de cœur partagés entre vous deux sur le plateau. Pour vos conseils, on commence, et c'est une très belle transition à part au carnet de jardinier amoureux du vivant. Exactement. Olivier Talek, également énormément ici. Si je le montrais proprement, c'est mieux. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Un meilleur ami. Oui.
chez Un Pastel. ami, c'est bien. Un meilleur ami, c'est très bien. Un meilleur ami, c'est génial. C'est Olivier Talec, donc c'est sublime. Moi, je vous emmène en dehors du jardin. On part en forêt. Et notre petit écureuil, d'habitude, il ne ramasse que les pommes de pin, d'accord? Et un jour, il tombe sur Poc. Et Poc, c'est un meilleur ami. Et il a une bonne tête de meilleur ami. Hein. Et un meilleur ami, ça change la vie. Avec lui, même les mauvais moments deviennent des bons mauvais moments. Et qu'est-ce qui se passe quand on rencontre d'autres meilleurs? Comme un genre de Momo. Un Momo, un Gunther, eh bien, on est stressé, on est angoissé, mais surtout, Regardez, la on crise fait rire d'angoisse. le jeune lecteur. La crise d'angoisse. Mais on les fait rire, mais c'est C'est plus qui drôle. est son meilleur ami. C'est ça. Est-ce que c'est On peut Poc, voir est-ce que plein c'est de Momo? choses dans l'expression de cet écureuil. Il y a tout. Un album l'humour. simple, doux. Olivier Talec, on aime, vous adorez. Ah oui, c'est un grand dessinateur, Ouais. Oui. notamment du vivant. Quoi. Il a toujours beaucoup dessiné les animaux, la végétation, les fleurs, dans plein de livres sublimes. D'accord. Célie, Oui. autre auteur que vous aimez tous les deux, Jérémy Moreau. La Chambre Alors, de Warren, c'est chez Albin Michel. Oui, Bah, c'est tiens, une comme par nouvelle hasard. collection. Nouvelle collection Albin Michel, donc c'est la collection Ronce qui, elle, va faire de nouveaux textes, des contes plutôt, pour revoir notre rapport au vivant, notre respect de la planète et de tout ce qui nous entoure. Donc le dieu Pan n'est pas content. Plus personne ne l'écoute, la nature part dans tous les sens. On la détruit, voilà, c'est notre faute. Donc il va avaler sa flûte, oublier sa musique et une grande catastrophe arrive. Tous les animaux vont se réfugier dans la chambre de Warren. C'est une variante de l'Arche de Noé, en fait. C'est oui, mais c'est sublime, exactement. Voilà. Là, c'est vraiment Ils un arrivent. univers onirique Si avec des couleurs très fluo, très punchy, mais des images qui sont claires, lisibles. Et je le conseille à des jeunes lecteurs. C'est pas pour les tout petits, celui-ci. À partir de Ou à partir de 6-7 ans. Parce que c'est pas un problème de difficulté de lecture, là, en l'espèce. On peut le raconter à l'enfant. Et il va pas tout comprendre, mais justement, c'est pour ça que plusieurs lectures, c'est toujours bénéfique. Mais surtout, un jeune lecteur, il va être content de lire un livre pour les grands. Super. Et c'est comme vous, il fait des BD aussi, je crois. Oui, j'ai lu toutes ces BD, j'adore. Ouais. Elles sont géniales. Ouais. Comment ça s'appelle? Vous avez ça? Récemment, il a fait les illustrations de Tempête O'Hara, qui est sorti au cinéma. C'est un de roman de Chris Chris Donner. Donner, justement. Et Donc les- là, l'univers de l'équitation. Et les Paisley, là. Oui, qui se ça, passe, c'est son plus connu. c'est la dernière. Génial, oui. Oui. Jérémy Moreau, La Chambre de Warren, collection Ronce, nouvelle collection des Nouvelle éditions Albin collection Michel dirigée Jeunesse. par Jérémy Moreau. Et on termine, et ça c'est une découverte pour vous, il faudrait que c'est une traduction, Adam Alzuch Boardman, je ne sais pas comment on prononce, Et, numéro moi, je le dis spécial sur les ovnis. comme vous. Comme moi. Alors là, on va faire un tour d'horizon justement de tout ce que c'est les ovnis. Donc, ovnis, objets volants non identifiés. Ouais. Attention, on va parler des ancêtres des astronautes, on va parler de toute la chronologie de tous ces objets qu'on ne peut Ah plus oui, quand vous dites quantifier. ancêtre, ça remonte... Oui. Ah Voilà. oui, mais depuis On toujours, part loin. on s'est passionné sur est-ce qu'on est tout seul? Peut-être, peut-être pas. On va pas alimenter des fantasmes ou des anecdotes. Au contraire, on va avoir un déroulé historique de faits scientifiques ou, en tout cas, culturels. Petit détour par la zone 51, l'affaire Roswell. Oui. Oui, moi, c'était ça ma connaissance sur les ovnis avant la lecture de ce livre. D'accord. C'est tout. Et elle a pris plein de choses. Et la convention de Giant Rock, c'est quoi ça? Et bien justement, c'est quand le gouvernement s'en mêle. Vous allez comprendre 3 chapitres plus tard. Ah, moi, je spoil pas. Elle fait lire, elle Je spoile pas. Ah non, c'est pour les grands. Chronique garantie, sans spoil, les grands de quel âge? À partir de 10-12 ans. Moi, 10-12 je conseille ans. le collège quand même parce que c'est assez dense et il y a plein de références justement qui font partie de la culture des années plutôt 90-2000. Donc les plus jeunes vont avoir un peu de mal à rentrer dedans. Autrement. C'est super. Une histoire illustrée des ovnis, c'est Adam Martinière, Jeunesse, La Chambre de Warren, Albin Michel, Jeunesse, Ronce, le meilleur ami Oui. d'Olivier Talec, c'est chez Nador. Pastel. Célie, merci beaucoup. Avec Et on plaisir. recommande évidemment l'intégralité de l'œuvre Ah oui, oui, oui. en solo, en duo, en tant que dessinateur, en Auteur, BD, sous la illustrateur. totale de Fred Bernard. Et notamment le dernier Oui. en date, ce carnet d'un jardinier amoureux du vivant que Fred Bernard dessine depuis 6 ans maintenant? C'est mon 6e printemps. Ouais, 6e printemps pour votre fils au départ. Et en Voilà. fait, non seulement ça vaut pour tous les enfants, parce que c'est très accessible, c'est beau, il n'y a pas outrageusement trop de texte non plus, mais ça vaut en fait pour absolument toutes les générations. On se cultive beaucoup, on découvre des grands auteurs, l'histoire, et puis surtout, on se marre. Parce qu'il y a
quand même niché. Merci infiniment. Un petit peu comme, je pensais, la petite coccinelle de Gottlieb aussi, qui vient mettre son grain de sel. Oui, référence absolue. Marqué, hein. Et ouais, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. La quotidienne, c'est fini. Merci aussi à toute l'équipe, au maquillage à Colline Hamel, à Marine Plantec, assistée par Dylan Coller, à la fois pour prendre la préparation et en régie. Héloïse Merlin pour le son, Elisa Bernardo pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.